Olivier Baudelot, c'est lui qui va démarrer, c'est le testimonial. Effectivement, c'est 25 personnes dans un cabinet. C'est un ami que je connais depuis 10 ans. Et il a 10 minutes pour vous raconter. Pour les plus jeunes, c'est compliqué parce qu'on pensait avoir beaucoup de jeunes. On en a pas mal, mais il n'y a pas que des jeunes. Donc il va falloir s'adapter un peu à tous les profils. L'exercice n'est pas simple. Et Olivier, c'est à toi. On y va. Go. Merci Xavier. Merci. Raconte tes échecs pour les plus jeunes. Ouais. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, chers amis, bonsoir. Merci Xavier, ton invitation d'abord. Et puis merci d'organiser cette belle soirée. Moi j'aurais rêvé, il y a 30 ans quand j'ai commencé, d'avoir des événements comme ça. Ça n'existait pas, donc merci à toi d'avoir organisé ça. Le cahier des charges, quand on a préparé cette soirée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut être le plus aidant possible pour les chirurgiens dentistes libéraux en 2023. Donc ça va être un peu l'objet de mon propos. J'ai 10 minutes, un quart d'heure pour vous parler un peu de mon expérience. Alors, je suis expert de rien, je suis coach en rien, j'ai rien à vendre. C'est juste mon expérience de chirurgien dentiste libéral depuis 30 ans que je vais partager un petit peu avec vous. Donc, ça va s'articuler autour des avantages que je vois à être chirurgien dentiste libéral, les pièges de la profession, qui ne sont pas forcément ceux qu'on croit, à mes yeux en tout cas, les façons de s'en sortir, et puis 2 mots sur l'avenir de notre profession tel que je le vois. Donc encore une fois, voilà, les propos que je vais tenir n'engagent que moi, et c'est ma façon de voir les choses. Donc d'abord, les avantages de l'exercice libéral. Je suis hyper heureux d'être libéral depuis 30 ans. Pour moi, d'être libéral, c'est la liberté. Hein, souvent, on entend des jeunes qui disent j'ai peur de l'exercice libéral, de ses contraintes. Après 30 ans, en étant un peu organisé, d'être libéral, c'est plutôt une accumulation d'opportunités, d'avantages que de contraintes. Alors, quels avantages, quelles opportunités? C'est la liberté d'abord d'être le dentiste qu'on rêve d'être. Vous êtes tous chirurgiens dentistes, vous savez qu'il y a quasiment autant de façons d'exercer notre métier que de chirurgien dentiste. On peut décider de travailler en solo ou à plusieurs, on peut être spécialiste, on peut être omnipraticien, on peut faire de l'ortho, on peut faire de la chir, on peut tout faire. On peut choisir son emploi du temps, on peut choisir ses vacances. J'étais encore la semaine dernière avec un jeune, 35 ans. Lui, son rêve, c'était d'être ortho et chir. C'est quand même assez baroque. Il est ortho et chir. On a des amis qui font du sport de haut niveau, qui peuvent organiser. Je ne suis pas en train de vous dire que le salut ne passe que par une activité qui ne serait pas celle de chirurgien dentiste. Mais en tout cas, on a la liberté, en tant que libéral, de faire un peu ce qu'on veut. Si on a envie, en ouvrant la porte le matin, de voir la mer en travaillant, on peut le faire. C'est vraiment ça. Le résumé, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir tout faire. C'est l'esprit d'entreprise aussi. Hein. C'est l'esprit de se dire... une carrière, en gros, c'est 40 ans. C'est en gros 75 000 heures de travail. Je ne sais pas si certains se sont amusés à compter. Et 150 000 patients soignés pour les mieux organisés d'entre nous. Hein. Sinon, ce sont des chiffres qui augmentent. Donc, d'être libéral, c'est pouvoir organiser cet exercice tel qu'on le souhaite, parce que le métier est difficile. On en dira un mot tout à l'heure, mais voilà. Donc, sur les opportunités du libéral, c'est ça. 2 mots sur les alternatives à l'exercice libéral. Donc, il n'a échappé à personne que les centres de soins fleurissent un petit peu partout. Donc, c'est pas du tout un plaidoyer, mais ce soir, je veux accuser personne. Il y a des gens qui font très bien leur métier, et des dentistes qui exercent tout à fait bien dans ces centres de soins, et des gens sans doute qui les gèrent avec beaucoup d'honnêteté et la volonté de bien faire des choses. Mais on sait très bien que c'est pas le cas de tous. Et les stades sont assez clairs. Hein. Il y en a 2 qui ouvrent, 1 qui ferme. Je voulais juste mettre les plus jeunes d'entre nous un peu en garde. J'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes diplômés d'aujourd'hui. Hein. Que ce soit ceux qui sont diplômés en France, ils ont passé un concours ultra sélectif. Ceux qui sont diplômés de facultés étrangères, ça peut être souvent après un échec en France, donc psychologiquement c'est difficile. Ils sont partis loin de chez eux pendant 5 ans, une langue étrangère. Le mot va être un petit peu fort, mais attention, ne servez pas de chair à canon à ces centres de soins qui seraient mal attentionnés. Voilà. Fermez la parenthèse, je voulais juste dire ça, parce que de temps en temps, je vois des jeunes pas trop sûrs d'eux et qui se disent bah, « Tiens, je vais aller faire mes armes dans un centre de soins ». Voilà, sachez qu'il y a plein de structures libérales qui sont à la recherche de jeunes pour travailler et qui vous accueilleront à bras ouverts et qui vous aideront à faire vos premiers pas dans le métier. Voilà, donc ça, c'était un peu sur les avantages. Alors, les pièges. Les pièges, à mon avis, ne sont pas ceux qu'on croit. C'est-à-dire, souvent, on entend dire oui, d'être libéral, sont des contraintes administratives, sont des charges, sont des impôts, il faut gérer le personnel, et puis mon assistant de ceci, mon assistant de cela. Oui, Grégoire, je ne sais pas où il est, mais tout à l'heure, il m'a présenté, il a dit que j'étais le gérant. Je lui avais dit dans la présentation, je ne suis pas gérant. Je suis tout sauf gérant, je ne gère pas un cabinet dentaire. Je dirige un cabinet dentaire, c'est très différent. Notre métier de libéral, aujourd'hui, ce n'est pas gérer un cabinet. Notre métier, c'est soigner, 1, se former, 2, et diriger nos cabinets.
On en reparlera tout à l'heure avec les notions d'équipe et d'écosystème autour du cabinet. Mais souvent, les témoignages que j'ai autour de moi, des gens qui disent oui, c'est très difficile, c'est qu'ils font cette confusion. Ils sont gestionnaires de leur cabinet. Ils ne le dirigent pas, ils sont gestionnaires de leur cabinet. Bon. Donc ça, c'est un écueil, mais ce n'est pas le principal écueil que je vois. Le principal écueil du libéral aujourd'hui, je trouve que c'est la solitude, c'est la difficulté à gérer nos patients qui sont de plus en plus exigeants, à gérer le stress, à gérer l'argent, à gérer leur douleur, à travailler sous anesthésie locale. On est quand même la seule spécialité qui travaille sous anesthésie locale. C'est quand même assez particulier, hein. Vous savez comme moi combien ce métier est difficile. J'adore être avec vous, j'adore être avec des dentistes, parce qu'il n'y a qu'un dentiste pour comprendre la difficulté de la journée d'un dentiste. Alors vous parlez à vos amis, vous parlez à votre famille, si votre conjoint n'est pas dentiste, vous rentrez chez vous, vous dites j'ai eu une journée très difficile. Oui, moi aussi, j'ai eu des réunions, j'ai eu des machins, des trucs. Je trouve qu'il n'y a qu'un dentiste pour comprendre un autre dentiste, hein. Je compte plus autour de moi les déprimes, les burn-out, voire pire. Et donc le danger pour moi, il est d'être tout seul pour affronter tout ça. Alors les solutions à tout ça. Donc pour tout ce qui est problématique quotidienne de gestion, on en a parlé. On dirige, on ne gère pas, faites-vous aider. Et puis pour cette histoire de solitude et d'avoir l'impression d'affronter seul tout ça, je voudrais parler un petit peu de la notion d'équipe et plus largement d'écosystème autour du cabinet. Équipe, on pense à ma secrétaire, mon assistante, mais ça va au-delà de ça. Donc je voulais vous parler un peu de cette histoire d'écosystème autour du cabinet et de vous dire que vous devez créer une équipe autour de vous. Vous devez être le Didier Deschamps de l'équipe qui entoure vos cabinets. Alors Didier Deschamps, quand il fait sa sélection, il ne lui viendrait pas à l'idée de rentrer sur le terrain sans goal ou sans attaquant. Ben, je trouve pour nous, c'est un peu pareil. Vous devez identifier les besoins que vous avez et aller chercher les meilleurs au meilleur poste. Alors c'est quoi l'équipe? C'est l'équipe rapprochée, évidemment, c'est le premier cercle. C'est l'assistante, la secrétaire, les amis associés, les collaborateurs. Et là, voyez le talent de ces gens-là. Ne voyez pas leurs défauts, valorisez leur progression. Je vois encore beaucoup de cabinets dans lesquels il y a un management par l'excellence, par la perfection. On ne voit que ce qui ne va pas, on ne voit pas ce qui fonctionne. Donc voilà, je vous en conjure avec vos équipes, voyez les talents, valorisez les progressions, puis ça ne va pas. Il y a des outils juridiques, hein, pour ça, on se met autour d'une table et puis on se quitte, bon copain. Donc voilà, l'équipe, c'est ça. L'équipe, c'est l'expert comptable qui va vous aider, qui va vous conseiller sur la structure juridique qu'il faut que vous ayez. C'est le conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'on se laisse dicter notre âge de départ à la retraite par la Carchidan SF maintenant? Carchidan SF. Non. Et les gens comme Sabrina et ses confrères vont nous aider à essayer d'être indépendants financièrement le plus tôt possible. Ça veut dire quoi être indépendant financièrement? Ça ne veut pas dire pas travailler. Ça veut dire tôt, je me prépare, et puis j'ai un plan de bataille, et puis à tel âge, j'ai envie d'essayer d'arrêter et on va tout faire pour essayer de faire ça. Donc, ayez dans votre équipe un CGP, c'est fondamental. Ayez dans votre équipe un coach. Alors, ne peuvent être coachés que les gens qui le souhaitent. Mais j'ai croisé un coach il y a 20 ans, puis un autre il y a 10 ans. Et ces gens-là m'ont permis de réorganiser mon cabinet, d'apprendre à diriger un peu. Ils nous donnent un petit vernis de chef d'entreprise. Ça m'a sauvé. Ayez dans votre équipe un laboratoire de prothèses performant, quelqu'un dont vous avez le téléphone portable, qui sait votre façon de travailler, qui vient vous voir au cabinet, à qui vous pouvez tout demander. Ayez un mentor que vous appelez quand vous avez un cas difficile. Ayez une équipe de copains avec lesquels vous partagez vos problématiques, avec lesquels vous allez vous former. Ayez qui vous voulez. C'est une liste non exhaustive. Chacun mettra dans son équipe qui il veut. Hein. Est-ce que j'ai oublié des gens importants? Ton temps est terminé presque. Allez. Oui, c'est fini, non. Ayez un environnement familial, des amis, voilà. Ayez tout ça. Ayez autour de vous une équipe et n'affrontez pas tout seul ce métier. Je termine avec 2 petits mots sur l'avenir. J'étais le week-end dernier avec des copains qui ont une fille Cassandre, très brillante, qui a eu son bac avec mention très bien, qui est en passé, et qui me dit: est-ce que le métier de chirurgien-dentiste est un métier d'avenir? On ne sait pas, je ne sais pas. Je pose la question, je ne sais pas si le métier de chirurgien-dentiste est un métier d'avenir. Moi, je vois 2 écueils. Le premier, c'est le pouvoir que prend l'industrie aujourd'hui. J'adore les industriels, j'adore bosser avec des aligneurs, j'adore bosser avec la chirurgie guidée. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les facultés qu'on a connues, elles ont perdu la bataille de la formation continue. Il y a bien longtemps, hein, il y a 30 ans, on ne pouvait pas se former ailleurs qu'à la fac. Après, il y a les sociétés scientifiques qui sont arrivées, qui font très bien leur job. Elles sont en train de perdre la bataille de la formation initiale. C'est-à-dire qu'en 2022, plus de praticiens inscrits au Conseil national de l'ordre avec des diplômes étrangers qu'avec des diplômes français. Et j'ai, à titre personnel, aucun problème avec ça. Au cabinet, on a 5 collaborateurs
Il y en a 3 qui viennent de l'étranger, ils sont super, ils sont parfaits, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais donc l'industrie est en train de prendre une part très très importante, et donc aujourd'hui le savoir, ce sont les industriels qui l'ont, ce sont plus les chirurgiens dentistes, c'est plus dans les facultés. Donc on est une profession réglementée, donc aujourd'hui c'est encore nous qui posons les aligneurs, il y a des pays dans lesquels ça ne se fait plus, donc je voudrais qu'on soit vigilant un petit peu vis-à-vis de tout ça. Encore un mot sur les centres, à propos desquels je reprécise que j'ai rien contre, mais l'esprit libéral, l'esprit d'entreprise qui nous anime tous, puisqu'il y a une majorité de libéraux ici. Voilà, attention à ce que le système dérive pas. Notre domaine est un domaine qui attire beaucoup d'investisseurs et voilà, attention à ça. Voilà, j'ai oublié une des choses, mais c'est pas grave. Je termine. Tu y reviendras. Je vous fais part d'une petite citation de Darwin qui, dans la théorie de l'évolution, disait que les espèces qui survivront ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui sauront s'adapter. Donc aujourd'hui, les cabinets dentaires qui connaissent le succès sont pas les mêmes que ceux qui a 30 ans. Et puis la success story dans 20 ans, c'est un cabinet aujourd'hui qui est embryonnaire et qui ressemble pas du tout à nos cabinets. Donc soyez inventifs, les jeunes, lancez-vous, croyez en vous, et puis inventez le cabinet performant de demain. Voilà, merci pour votre attention. J'ai vu dans ton texte, tu disais qu'un cabinet dentaire ne peut pas faire faillite. Moi, c'est la première fois j'ai vu effectivement 1 million d'entrepreneurs sur 20 années de Salon des entrepreneurs aux Échos, au groupe LVMH. Jamais de ma vie, j'ai entendu qu'une entreprise ne pouvait pas faire faillite. Et quand j'ai lu les textes d'Olivier hier, je vois le cabinet dentaire ne peut pas faire faillite. C'est vrai que vous êtes quand même des entrepreneurs extrêmement privilégiés. Vous n'avez pas cette épée de Damoclès du chiffre d'affaires. Et en plus, il est prépayé par d'autres. Non, c'est vrai. En fait, quand je dis ça, il ne faut pas sortir la phrase de son contexte. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je parlais d'écosystème et d'équipe, souvent on me dit ah oui, mais ça coûte cher. Donc voilà, c'est à ce sujet-là que je disais, je ne connais pas beaucoup de chirurgiens dentistes qui aient fait faillite. Et globalement, les chirurgiens dentistes ont des revenus confortables. Je voulais juste dire que souvent, les chirurgiens dentistes regardent la colonne moins dans leur bilan. Et ils passent beaucoup de temps à regarder comment ils pourraient économiser sur le post-achat, sachant que le post-achat, c'est 10%. Tu fais 10% sur 10%. Un élève de CM2 comprend que les leviers vont pas être énormes. Donc je vous dis juste, essayez de voir qu'est-ce que ça vous apporterait de faire appel à un coach, qu'est-ce que ça vous apporterait de faire appel à un expert comptable performant, qu'est-ce que ça vous apporterait de faire appel à un vendeur de matériel qui vous vend pas un prix mais qui vous vend du service. Vous savez combien ça coûte une journée de chirurgien dentiste quand on ne peut pas travailler parce que son fauteuil ne fonctionne pas. Ayez dans votre équipe aussi voilà, des plombiers, des menuisiers, s'il y a une fuite d'eau. Voilà ce que je voulais dire. Merci Olivier. Savoir s'entourer, on y reviendra tout à l'heure. Donc Julien Fraisse, qui devait être là dans le programme, expert comptable, qui n'est pas dentiste, ça c'est intéressant, mais qui a une spécialisation d'expert comptable sur les dentistes. Là, on va faire un peu de technique pendant 10 minutes. C'est pas inintéressant, moi j'ai bien aimé, on va descendre un peu au fond de la mine. C'est pas votre zone de confort, mais c'est très important ce qu'il va dire. On y va? Alors bonsoir à tous, effectivement Xavier, je ne peux malheureusement pas être physiquement présent ce soir avec vous pour raisons professionnelles. Permettez-moi tout d'abord de féliciter Xavier et toute son équipe pour le bel événement qu'ils ont organisé pour vous ce soir. Les thématiques abordées, comme l'évoquait Xavier, sont essentielles et vous suivront tout au long de votre parcours professionnel. En choisissant la profession de chirurgien dentiste libéral, vous avez fait le choix de l'entreprise. Être entrepreneur, c'est faire des choix. Faire des choix d'ordre juridique tout d'abord, sous quelle forme vais-je exercer? Faire des choix d'ordre fiscaux, pour quel régime fiscal opter? BNC, impôt sur les sociétés. Vais-je exercer seul ou en groupe? Ai-je l'opportunité et dois-je la saisir d'acquérir ou non les murs de mon cabinet, de mon local professionnel? Et bien d'autres encore. Alors tout d'abord, sous quelle forme exercer? En résumé, dans notre beau pays qu'est la France, il existe 2 modes d'exercice. L'exercice à titre individuel, en solo, et l'exercice en groupe. L'exercice à titre individuel est le plus fréquemment rencontré. Le praticien exerce seul, sous la forme d'entreprise individuelle, en nom propre. Les jeunes praticiens sont nombreux ce soir, et il y a fort à parier que la grande majorité d'entre eux ont déjà démarré ou vont démarrer leur exercice sous la forme individuelle, dans le cadre notamment de la collaboration libérale. En contrepartie des moyens qui seront mis à disposition par leurs praticiens titulaires, ils devront s'acquitter d'une redevance de collaboration d'environ 40% qui sera versée directement à leurs praticiens titulaires. Une fois l'essai de la collaboration libérale transformé, vous aurez la possibilité de poursuivre soit sous forme individuelle, comme vous le faites déjà,
au sein du cabinet que vous aurez créé ou que vous aurez acheté. L'exercice en groupe, à contrario, implique quant à lui la création de sociétés. Nous en retrouvons deux en général, qui sont les plus fréquemment rencontrées sur notre territoire. Tout d'abord, la SCM, Société civile de moyens, mais également la Société d'exercice libéral. Ces deux formes de société sont aujourd'hui très usitées. On possède un recul, une expérience importante par rapport effectivement à leurs avantages et à leurs inconvénients. La SCM, tout d'abord, elle permet de mettre en commun les moyens de l'exercice. C'est un outil très pratique qui permet de faire du sur-mesure en sélectionnant ce que vous souhaitez partager avec vos confrères. C'est vous qui décidez, j'insiste, c'est vous qui décidez. Et il existe une règle d'or en la matière. Le moins on en met en commun, le mieux on se porte. Pour quelle raison? Eh bien, c'est un petit peu comme dans les contrats de mariage, hein. Plus on est amené à mettre de choses en commun, et plus naturellement on est susceptible d'avoir de pommes de discorde, de sources de dissension. Et donc, naturellement, lorsqu'on est amené à travailler en équipe, on souhaite naturellement se préserver de toutes ces pommes de discorde et autres sujets qui fâchent. Des règles de partage de frais, par contre, devront être clairement établies et je vous encourage vivement à établir entre vous ce qu'on appelle un règlement intérieur. Un règlement intérieur, c'est quoi? C'est un contrat. C'est un contrat qui est établi entre les différents membres de la SCM et qui a vocation à fixer les règles du jeu. Au rugby, par exemple, eh bien, on sait qu'on n'a pas le droit de faire de passe en avant. Eh bien, quand on est en SCM, de la même façon, on va effectivement dire ce que certains associés ont le droit de faire et ce que d'autres n'ont pas le droit, effectivement, de faire. On parlera à la fois du présent, on parlera également du futur, et on essaiera effectivement de coucher sur le papier l'ensemble des difficultés au titre desquelles vous serez amené à potentiellement à être confronté. Voilà. Quels sont les avantages de la SCM? Tout d'abord, on va mutualiser des coûts, on va partager des charges, partager des frais, selon effectivement des modalités qui seront directement et opportunément choisies par vos soins. Chacun des praticiens va rester indépendant, maître de sa gestion, maître de ses profits. On ne partage pas son chiffre d'affaires, on partage juste des coûts, on partage juste des charges. Chaque praticien conserve la liberté de choisir son mode d'exercice au sein d'une SCM. Vous pouvez continuer à exercer, si vous le souhaitez, en nom propre, en solo, ou bien vous pouvez, à contrario, être le principal associé, l'unique associé de votre SEL, de votre société d'exercice libéral, qui elle-même sera associée de votre SCM. Une précaution à prendre en la matière, assurez-vous bien, si vous êtes en entreprise individuelle et que vous souhaitez franchir, de bien vous assurer que vos associés sont d'accord pour votre transformation et passage en SEL. Sinon, à contrario, comme décision se prenne à l'Assemblée générale, vos associés pourraient très bien s'opposer à ce que vous passiez de la forme individuelle à la forme en SEL. Et puis, comme je le soulignais tout à l'heure, on met en commun effectivement ce que l'on veut, ce que l'on souhaite mettre en commun, et ce afin d'éviter effectivement que la SCM devienne une véritable mêlée. Quels sont les inconvénients de la société civile de moyens? Tout d'abord, la SCM peut vite devenir un sac de nœuds si on ne s'entend plus avec ses associés. D'où la nécessité, effectivement, de bien définir les fameuses règles de fonctionnement que j'évoquais préalablement au sein du règlement intérieur. Si les choses ensuite sont claires, si le contrat est effectivement transparent et clairement établi, vous limiterez de façon importante les points négatifs qui sont susceptibles de subvenir dans le cadre de votre association. La société exercice libéral, de son côté, deuxième forme de société très usitée aujourd'hui en France, permet de regrouper des praticiens au sein d'une même structure et induit le partage des résultats à hauteur de la détention des parts ou actions que vous détenez. On est vraiment dans un système purement capitalistique. Une SEL peut avoir un, ce qui est très pratique, ou plusieurs associés. C'est le degré d'intégration le plus total. Si vous considérez, comme Jean-Paul Sartre, que l'enfer, c'est les autres, alors il vaut mieux que vous restiez seul dans votre SEL ou continuer à exercer à titre individuel, comme je l'évoquais tout à l'heure. Quels sont les principaux avantages, cette fois-ci, de la société d'exercice libéral? Vous pouvez exercer à plusieurs, sans limitation de nombre d'associés. Vous pouvez donc développer un cabinet de groupe sans contrainte particulière. Comme vous le savez probablement déjà, un praticien ne peut avoir qu'un seul collaborateur. Il peut en avoir éventuellement un deuxième, mais il faut alors obtenir une dérogation de la part de votre ordre. C'est ce qu'on appelle le principe d'unicité de la collaboration. La SEL est par ailleurs un outil juridique
qui permet le transfert de sa fiscalité personnelle sur la société SEL. En effet, comme vous le savez probablement, il existe deux régimes fiscaux possibles, applicables dans notre beau pays qu'est la France, pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Le régime des bénéfices non commerciaux, d'une part, et le régime de l'impôt sur les sociétés. Le régime des BNC, c'est le plus simple. Vous en connaissez sûrement les principaux tenants et aboutissants. Je suis taxé sur la différence entre les recettes que j'encaisse et les charges et les dépenses que je décaisse. Le régime de l'IS, lui, à contrario, va entrer une taxation sur la rémunération qui est effectivement prise, c'est-à-dire qui transite du compte professionnel de la SEL vers mon compte personnel. Quels sont les avantages du régime de l'IS par rapport au régime des bénéfices non commerciaux? Tout d'abord, le régime de l'IS permet un meilleur lissage de sa fiscalité et de ses cotisations sociales. Pour les plus jeunes, vous ne l'avez probablement pas encore connu, mais dans l'assistance, il y a effectivement un public présentant un éventail d'âge assez large. Et donc, effectivement, rares sont ceux qui n'ont pas connu, à minima une fois dans leur carrière professionnelle, ce qu'on appelle des montagnes russes, c'est-à-dire un BNC qui va être amené à progresser fortement d'une année par rapport à l'autre, puis à rebaisser à nouveau en raison des régularisations de cotisations sociales, puis à réaugmenter à nouveau. Et ainsi, en quelque sorte, ces régularisations intempestives, si je puis dire, de cotisations sociales et naturellement d'impôts sur le revenu qui en découlent, sont parfois très problématiques en matière de sa gestion de trésorerie professionnelle, d'une part, mais également de sa gestion de trésorerie personnelle. L'avantage de la SEL est donc en fixant et en déterminant votre rémunération, vous limiterez ainsi ces régularisations-là et vous pourrez trouver un certain confort dans le cadre de votre exercice et vous gérerez de façon beaucoup plus optimale et beaucoup plus simple votre trésorerie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Vous serez davantage dans l'anticipation et je dirais cesserez de gérer au rétroviseur avec toujours une crainte permanente de se dire, eh bien, dans la mesure où je suis amené à davantage rentabiliser mon cabinet, à davantage progresser en termes d'activité, eh bien, à devoir faire face de façon pénible à ces différentes régularisations que j'évoquais tout à l'heure, à la fois fiscales et à la fois sociales. Par ailleurs, vous aurez le choix de votre mode de rémunération en pouvant allier à la fois ce qu'on appelle rémunération de gérance et dividende des résultats que vous serez amené à dégager. Vous aurez aussi la possibilité de conserver du cash dans votre structure sans que celui-ci soit soumis aux cotisations sociales, URSSAF et Carchidan. En effet, on se focalise souvent en France sur l'impôt sur le revenu, mais on oublie parfois que les cotisations sociales sont elles également très élevées et s'avèrent être un fardeau fort handicapant dans la durée. Donc voilà, en optant, si vous souhaitez, pour l'origine de l'impôt sur les sociétés, vous pouvez opérer cette dissociation entre la fiscalité de la structure et votre propre fiscalité et soumission aux cotisations sociales. Comme je vous l'indiquais en préambule, être praticien libéral, c'est faire des choix. Nous avons évoqué effectivement les choix d'ordre juridique, qui de façon synthétique pouvaient être opérés. Nous avons évoqué les deux grandes familles d'imposition que constituent le régime des BNC et le régime de l'impôt sur les sociétés. Et vous aurez également à choisir si vous souhaitez rester locataire ou devenir propriétaire de votre immobilier. J'allais y venir, j'allais te poser la question là-dessus en 1 minute 30. Ah ben tu vois, Xavier, effectivement, les grands esprits se rencontrent. Donc effectivement, j'encourage naturellement, comme tu t'en doutes, tous ceux qui le peuvent à devenir propriétaires des murs de leur cabinet. Je sais que la préparation de la retraite va être une des thématiques effectivement qui va être abordée. Alors d'une part, c'est évident pour préparer au mieux sa retraite, puisque être propriétaire, c'est s'assurer, c'est se constituer des revenus futurs lorsqu'on aura effectivement arrêté son activité. Et c'est aussi naturellement se donner la possibilité de convertir en cash un ensemble immobilier, un patrimoine immobilier, je dirais, à chaque moment de sa carrière et surtout au terme de celle-ci, voire après dans la durée, et puis de potentiellement aussi envisager une transmission de cet immobilier à sa descendance, si on le souhaite, ou à ses futurs repreneurs. Et puis d'autre part, être propriétaire de son immobilier, c'est une gageure que de le dire, mais c'est essentiel. Eh bien, être propriétaire, c'est aussi se permettre de rester maître de son outil de travail et de garantir ainsi la pérennité de sa structure. Est-ce qu'on peut, pardon de te couper, Julien, est-ce qu'on peut dire que ce sujet de l'immobilier où souvent les libéraux se posent cette question, surtout quand ils démarrent et à mi-chemin. D'ailleurs, pas uniquement les chirurgiens dentistes, c'est valable pour les avocats, les experts comptables, les architectes et tout un tas de professions libérales. Le chef d'entreprise.
Voilà. Est-ce qu'on peut simplifier pour que tout le monde comprenne bien que Oui. finalement, l'achat immobilier est quelque part, si c'est bien géré en termes d'emprunt et si c'est bien géré en matière de location, c'est je vais financer mon immobilier par l'exploitation de mon activité qui va venir assurer des loyers et des remboursements d'échéances d'emprunt éventuellement. C'est exact, Xavier. En se payant en quelque sorte un loyer à soi-même, on vient Oui, voilà. défiscaliser d'une certaine manière, en constituant une charge d'exploitation correspondant au loyer qui est payé donc du locataire vers le propriétaire. Et ainsi, par exemple, pour quelqu'un qui est soumis au régime des bénéfices non commerciaux, la charge de loyer va générer une économie d'impôt sur le revenu, naturellement, mais également d'URSSAF et de caisse de retraite. Et donc, indirectement, finalement, c'est un moyen tout en défiscalisant, de se constituer son propre patrimoine immobilier. Alors, Très Xavier, bien. pour dire sur ce que tu évoquais, il existe plusieurs techniques d'acquisition de l'immobilier. Alors, Mmh. pour synthétiser, soit effectivement, on peut acheter son immobilier en nom propre, soit on peut l'acheter effectivement via une société civile immobilière, qui est aujourd'hui un outil bien rodé et communément usité par la plupart de nos compatriotes. Donc, il ne s'agit pas d'une niche fiscale qui risque d'être attaquée, on va dire, à court moyen terme, puisque naturellement, un très grand nombre de Français sont associés de SCI ou détiennent des Ouais. biens via une SCI. Alors, quels sont les avantages là aussi d'une SCI par rapport à un achat en nom propre? Tout d'abord, l'achat via une SCI donne la liberté de pouvoir choisir le régime fiscal que l'on souhaite voir appliquer. Donc là aussi, lorsqu'on va être sur des biens ou sur des travaux à financer qui sont relativement conséquents, mais en règle générale, aujourd'hui, on est plus souvent soit sur la construction de locaux professionnels à neuf en province ou sur l'acquisition de biens existants que l'on va effectivement rénover. Mais l'avantage, c'est de pouvoir là aussi opter potentiellement pour le régime de l'impôt sur les sociétés et de ne pas être assujetti dans la catégorie des revenus fonciers, qui est une catégorie qui sur le plan fiscal, pèse lourd, puisque Mmh. naturellement, d'une part, les revenus fonciers sont imposés dans la tranche marginale de l'impôt sur le revenu, 41%, 45%, et puis par ailleurs, il y a 17,20% de CSG-CRDS qui viennent se rajouter à cette tranche marginale. Donc, quand on est à 41%, grosso modo, ça veut dire qu'on a 58% de taxation. Et quand on est effectivement, ne serait-ce que même dans la tranche à 30%, eh bien 30 plus 17, 20, ça fait effectivement 47% à devoir supporter. Et c'est aussi ce qu'on appelle communément, Xavier, la double peine, puisque, comme tu l'évoquais tout à l'heure, en règle générale, on finance son immobilier via un emprunt bancaire. Et donc, le loyer, naturellement, qui est perçu, sert à rembourser le banquier, ce qui fait que dans le cadre des revenus fonciers, on va être taxé sur des revenus que l'on ne touche pas, que l'on n'encaisse pas. Ouais. Donc, Ouais. quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, et qu'on doit faire face au lourd remboursement déjà de sa résidence principale, ou voire même Mmh. plus tard de l'éducation de ses enfants, eh bien, quand on est amené à payer de l'impôt sur des sommes que l'on ne touche pas à titre personnel, c'est vraiment rageant et c'est sûr qu'on se retrouve vite handicapé et pénalisé d'un point de vue financier. Donc la SCI, effectivement, ouvrira le champ, je dirais, à divers régimes fiscaux. On a le choix. Alors, lorsqu'on achète un bien à titre perso, il y a aussi un autre handicap naturel qui vient se présenter, c'est que si on souhaite développer un cabinet de groupe et donc intégrer des associés, naturellement, ceux-ci, à court moyen terme, souhaiteront eux aussi devenir propriétaires d'une quote-part de leur immobilier via des parts de SCI, et plutôt que de payer ad vitam aeternam des loyers dans le vent. Voilà ce que j'ai envie effectivement de préciser par Et, rapport à cela. et est-ce que, on est à 14 minutes, est-ce que pour le matériel, plutôt que de poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire sur l'achat du matériel, là aussi, ça peut coûter très cher, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? J'ai envie de te poser cette question. C'est quoi les pièges à éviter? Alors, si tu veux, en matière d'acquisition de matériel, on va avoir deux voies principales, soit effectivement trois voies principales, même je dirais, soit le prêt bancaire naturellement, soit le leasing, soit l'autofinancement. Donc, on a connu jusqu'à maintenant des périodes de taux d'intérêt extrêmement bas. On Ouais, empruntait effectivement, il n'était pas rare de voir des professionnels libéraux, Xavier, emprunter entre 0,5 et puis 1,2%, quoi. on est à 5,5 là maintenant. Hein. Aujourd'hui, maintenant, effectivement, Xavier, en fonction des secteurs d'activité, on va être sur des taux beaucoup plus élevés, entre 3,5 et 5%, comme tu l'évoquais. Donc des coûts qui sont multipliés par 3, 4, 5. Donc, un praticien qui a une trésorerie effectivement relativement conséquente
plutôt que de devoir faire un emprunt ou un leasing pour un bien, on va dire, isolé d'une valeur raisonnable, eh bien, il peut effectivement envisager d'autofinancer dans la mesure où, donc, naturellement, à court moyen terme, il peut directement autofinancer plutôt que de faire un crédit ou un leasing. Et si, à contrario, on est effectivement sur de plus jeunes praticiens qui, eux, n'ont pas de réserve de trésorerie en amont, ben, ils devront d'une part comparer le coût du leasing et le Ouais. coût effectivement de l'emprunt bancaire. Le leasing, en règle générale, s'il est plus rapide effectivement à mettre en place que l'emprunt bancaire, d'une façon générale plus rapide, présente bien souvent, je ne généraliserai pas en la matière, je dirais présente bien souvent un coût supérieur à l'emprunt bancaire, puisqu'il y a Ouais. quelqu'un qui refinance derrière, hein, et donc qui a vocation à venir prendre sa marge. Donc, je dirais que là encore, c'est du cas par cas, hein, avoir le réflexe de l'emprunt ou du leasing lorsqu'on s'installe, parce que naturellement, puiser dans sa trésorerie, lorsqu'on en a peu et lorsqu'on est amené à se la constituer dans la durée, est susceptible à court terme de se mettre en difficulté. Donc, il faut vraiment anticiper la chose et prévoir des financements de matériel qui peuvent aller jusqu'à 7 ans en moyenne, hein, 7 ans en moyenne, et des contrats de leasing qui eux aussi peuvent être souscrits sur une durée quasi identique. Où est-ce qu'ils sont pas bons, les chirurgiens dentistes, finalement, pour toi? Qu'est-ce qu'ils doivent corriger? Où est-ce qu'ils sont bons? On le sait. Généralement, pour les implants et le reste, ils sont très, très bons. Mais toi, qu'est-ce qui t'énerve quand tu as un client dentiste en face de toi? Alors, je pense qu'il y a c'est intéressant ce que tu dis parce que d'une part, tu insistes sur la nécessité effectivement de travailler en équipe, hein, Mhm. avec notaire, lorsqu'il s'agit d'acquisition de biens immobiliers, avec les avocats et notamment en matière de droit social, qui devient de plus en plus pointu. Et tu es toi-même un chef d'entreprise, Xavier, et tu sais pertinemment que effectivement, manager ces équipes n'est pas une chose aisée, facile, donnée à tout le monde. Et les litiges avec le personnel peuvent éminemment coûter très cher. Et souvent, moi, ce que je suis amené à constater, d'une façon générale, c'est que les jeunes praticiens ont parfois tendance à vouloir aller trop vite en besogne, hein, sur plusieurs sujets, lorsqu'il s'agit de recruter, d'une part, lorsqu'il s'agit effectivement de construire leur propre vie personnelle, hein, c'est-à-dire qu'il ne Mhm. faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein, Mhm. ce qu'on est amené à constater, nous, c'est qu'il y a effectivement bon nombre de praticiens, quel que soit l'âge d'ailleurs, qui ont parfois tendance, si tu veux, à vouloir surinvestir à titre personnel et à ne pas suffisamment effectivement faire la part des choses et être de bons gestionnaires à la fois pour leur cabinet et à la fois pour leurs finances personnelles. Et c'est vrai que les deux sont liés. Il faut vraiment l'anticiper et prendre effectivement beaucoup de précautions en la matière. La gestion prévisionnelle est quelque chose d'essentiel. Et c'est humain. On a parfois trop tendance effectivement à considérer le présent et ne pas suffisamment, je dirais, regarder l'avenir avec toutes les contraintes que cela peut effectivement impliquer, que ce soit sur le plan de la vie personnelle, sur le plan financier, sur le plan fiscal. Voilà. Donc ça, c'est un des points sur lesquels je souhaitais naturellement insister. Méfiez-vous également de la défiscalisation. Ouais. Combien effectivement ai-je vu de praticiens de témoignages de praticiens, hein, qui arrivaient à 40, 45 ans et qui avaient fait des opérations de défiscalisation immobilière à la va-vite, hein, parce que obnubilés par le paiement de l'impôt et de vouloir effectivement réaliser des économies d'impôt qui ont procédé à des acquisitions de biens immobiliers en outre-mer ou ailleurs et ont perdu beaucoup d'argent, hein, bien plus que l'économie d'impôt dont ils ont bénéficié de façon one-shot, je dirais, hein, et économie d'impôt, parfois même, Xavier, remis en cause par l'administration fiscale ultérieurement parce que la personne qui avait monté effectivement l'opération de défiscalisation avait oublié malencontreusement de respecter certaines contraintes qui étaient prévues dans le cahier des charges. Et là, ça fait très mal, Xavier, hein, parce que Ah d'une part, ben, on perd de l'argent à la revente, et puis d'autre part, on doit rembourser l'économie d'impôt dont on a bénéficié. Vous avez tous la chance, effectivement, de pouvoir exercer à titre libéral, hein, et c'est un libéral lui-même convaincu qui vous parle. Hein. Aujourd'hui, effectivement, le salariat dans votre métier est une concurrence sérieuse, hein, et il y a des impacts lourds également pour le devenir de votre profession. Et c'est vrai que vous avez la possibilité, en étant chirurgien dentiste libéral, en étant libéral tout court, de pouvoir vivre une aventure unique, je dirais, de tracer votre propre route, hein, d'en définir et d'en délimiter les contours, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, et de grandir et de contribuer effectivement à faire grandir les autres. Donc, naturellement, moi, je suis plutôt partisan et je vous encourage à venir nous rejoindre en tant que membre de profession libérale pour pouvoir aussi consolider nos positions et être de plus en plus fort. Voilà, on n'est pas rentré dans le social parce qu'on fera un spécial sur
les enjeux des ressources humaines et du social et les bombes à retardement que vous pouvez avoir avec des salariés. Moi, la seule conclusion de ce que je vois là et que j'ai pu donner pendant des années, c'est de l'importance de l'expert comptable. Olivier, vous parlez de savoir se faire entourer, de l'importance de l'expert comptable qui va vous accompagner pour les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes. Et un bon expert comptable peut vous changer la vie d'une entreprise, un expert comptable qui va vous apporter de la valeur ajoutée et pas simplement vous remettre un bilan avec la clôture des comptes en fin d'année. Juste avant, l'avant-dernier sujet, j'ai oublié de dire, sur les chaises, vous avez des QR codes. Vous flashez ce QR code. C'est un nouveau produit qui est lancé par WebDentist, par les équipes. C'est le mag du cabinet ou l'IMAG de cabinet pour vos patients. C'est une espèce de mag personnalisé. Vous flashez le QR code, vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone ou l'adresse mail, je ne sais pas, et vous allez avoir à la fin de la conférence votre mag personnalisé que vous pourrez donner en numérique à vos patients. Et on va se servir un peu de vous, dans le bon sens du terme, comme bêta-testeur pendant 3 mois. Vous allez avoir ce mag pour vos patients, vous allez recevoir 300 cartes de visite à votre cabinet pour les remettre aux patients. Et vous allez voir, c'est des contenus à très forte valeur ajoutée en matière de vidéo ou en matière d'articles pour les patients. Voilà, donc n'hésitez pas de le faire maintenant et pendant le cocktail pour voir à quoi ressemble votre magazine. Sabrina, c'est à vous, c'est à toi. Pardon ? Le schéma de Marc Bonnel. Si, on peut le montrer. Alors ça, c'est un copain d'Olivier Baudelot. C'est mon meilleur ami, dentiste, qui m'a fait créer WebDentist, qui voulait que je lui fasse un site internet il y a 10 ans. Et il m'a fait ce schéma qu'on a remis sur une table de restaurant. Et c'est très intéressant. Et il m'a dit, on dit toujours que les cabinets dentaires, ça vaut plus rien, le fonds de commerce. Maintenant, il y a un centre qui arrive en face, il y a un jeune qui s'installe. Il me dit, pas du tout. J'ai démarré en solo, j'ai fait la CELAR, première rentrée des associés. Après, j'ai fait ma holding, la SPFPL. La holding a racheté le fonds de commerce de la CELAR. J'ai fait une première réalisation, j'en avais fait une première ici. Et après, je vends les parts de ma holding. Et je pars à la retraite. Et en parallèle, il m'a fait l'autre schéma. Alors là, j'ai pas compris. Début d'activité, installation, formation, collaboration, exercice libéral, construction, création de la société, consolidation, les cessions de parts de la CELAR, et concrétisation, il réalise, et fin d'activité, il me fait la flèche qui tombe. Oui, mais pourquoi il a fait une flèche qui tombe? Parce qu'il part à la retraite, il a aucune envie de partir à la retraite. Donc il a les sous, il a l'argent, mais bon. Bon voilà, c'est ce petit schéma que je voulais vous montrer, on le publiera aussi, c'est intéressant pour les plus jeunes. C'est un peu, Olivier, aussi des vies sur 30 ans ou 40 ans. Sabrina, moi j'ai adoré votre présentation. Je sais que ça dure moins de 5 minutes. Vous allez avoir 2-3 astuces un peu techniques. On est en gestion de patrimoine parce que vous allez avoir des sous, donc il faut quand même savoir ce que vous allez en faire des sous. Sabrina, c'est à toi. Le PER et le PE. Retenez le PER et le PE. On y va. Alors, comme on n'avait que 5 minutes pour vous présenter un petit peu ce qu'on pouvait vous apporter, j'ai choisi 2 outils qui sont le plan d'épargne retraite et le plan d'épargne salariale. Déjà, sur le plan d'épargne retraite, vous avez ici quelques cas concrets de ce que ça peut vous apporter. Typiquement, sur l'optimisation fiscale, pour un investissement de 10 000 €, lorsqu'on est sur des tranches d'imposition importantes, ce qui est votre cas, sur une TMI à 41%, c'est 4 100 € d'économie fiscale l'année suivante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a de l'impact très fort et dès l'année suivante et qui vous permet, en fonction de l'objectif de départ, soit de préparer une transmission, donc sur la protection de la famille, et on peut transmettre ces capitaux en exonération complète de droits de succession aux conjoints, aux enfants. Ça peut être aussi un outil pour préparer sa retraite parce que tout au long de votre carrière, vous avez des revenus qui sont très importants. Et lorsqu'on exerce en libéral, on a au moment de la retraite une baisse de revenus importante. Donc c'est important de la préparer tout au long de sa vie professionnelle pour pouvoir justement ensuite assurer un train de vie et des revenus au moment de la retraite. Sachez que c'est aussi... Vous m'avez dit que 15 à 30 000 € de revenus par mois peuvent se transformer en 3 à 4 000 € de retraite. C'est tout à fait le cas. Autant anticiper, hein. Voilà. Autant anticiper. Donc, quand on a vécu avec ce niveau de revenus, repasser à 3 000 à 4 000 €, ça peut être difficile quand ça n'a pas été anticipé correctement au départ. Sachez que c'est un des rares outils sur lesquels vous n'avez pas de prélèvements sociaux.
Donc avec le livret A et le LDD, mais qui sont limités, ça présente un véritable atout tout au long de la vie pour pouvoir justement optimiser avec un minimum de fiscalité, parce que je rappelle quand même que les prélèvements sociaux au jour d'aujourd'hui sont de 17,2%, donc c'est pas neutre. Et c'est aussi un outil qui vous permet, en cas d'achat de résidence principale, de récupérer la totalité des capitaux. Donc ça reste beaucoup plus disponible que ça n'a été par le passé. Donc c'est un vrai outil qui vous permet, en fonction de vos objectifs, de pouvoir répondre à des problématiques autour de la gestion de votre patrimoine. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter des spécialistes, CGP, cabinets de gestion privés comme le nôtre, pour qu'on puisse voir avec vous, en fonction de votre situation, comment utiliser ce plan d'épargne retraite. Et le PE? Le PE, c'est aussi un outil très important pour un entrepreneur. J'ai souhaité prendre un cas très concret pour vous montrer vraiment l'impact et le chiffrer. Aujourd'hui, comme le disait Olivier, il y a un sujet sur la fidélisation des salariés, des assistantes, des secrétaires. Et lorsqu'on souhaite les valoriser, les fidéliser et récompenser le travail ou l'engagement par une prime, je vous ai mis dans la première colonne ce que ça représentait lorsque l'on investissait sur un plan d'épargne salariale. Donc, lorsque vous investissez 3 000 euros sur ce plan d'épargne salariale, c'est une cotisation de 3 000 euros pour l'entreprise, parce qu'il n'y a pas de charge patronale. Pour le salarié, il y a une petite contribution. Donc, la rémunération nette perçue par le salarié est de 2 709 euros. Et le taux d'efficacité dans le budget de l'entreprise est de 90,30%. Donc, on voit vraiment que l'effort financier que vous faites a un impact concret pour le salarié et il peut justement apprécier le geste qui est fait. De l'autre côté, j'ai pris moyen de donner des primes à moindre coût. À moindre coût. Et de fidéliser. Et de fidéliser parce que le collaborateur se sent reconnu, valorisé, et donc ça lui donne envie de s'inscrire dans la durée dans la société. De l'autre côté, je vous ai pris le même cas lorsqu'on donne une prime en dehors du plan d'épargne salariale. Pour votre entreprise, ça représente un coût de 4 350 euros. Pour le salarié, c'est une somme nette de 1 619. Donc vous avez, vous, l'impression d'avoir fait un effort financier important, quand le salarié a l'impression d'avoir reçu une somme qui est nettement inférieure par rapport à votre effort. Et là, il peut se créer de l'incompréhension parce que le salarié a forcément envie d'être peut-être plus reconnu et vous avez le sentiment d'avoir beaucoup contribué. Et vous voyez que le taux d'efficacité dans le budget de l'entreprise est de 37%. Donc il y a vraiment un vrai effet de levier pour vous d'utiliser ces plans d'épargne salariale justement dans la gestion de vos entreprises. À nouveau, sachez vous entourer. Tout à l'heure, Olivier, vous parlez même du plombier. J'ai pas rêvé, tu as parlé d'un plombier. Mais c'est important, un plombier. Moi, j'ai une anecdote. Marc Bonnel, sa clim dans son cabinet dentaire, elle a pété il y a 2 ans. Il m'a dit, j'ai pas pris de contrat d'entretien, je voulais pas m'en prendre pour 1 000 euros dans l'année. Eh bien, il a pleuré. Il ne trouvait plus de réparateur de clim l'été dernier. Il m'a dit, j'aurais dû mettre 1 000 euros dans la clim. Eh bien, mettez un peu de sous sur l'expert comptable, sur les CGP, sur le plombier, sur la clim. Et après, chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Merci encore, donc Sabrina. Et Olivier vous a parlé de la formation sur l'inflation. N'oubliez pas que l'inflation, elle diminue tous les jours ou tous les mois votre bénéfice parce que vous n'avez pas augmenté vos honoraires. C'est toujours pareil. Par contre, les charges, vous les sentez passer, elles augmentent. Donc, un des moyens de pallier cette inflation, c'est aussi d'aller dans le panier libre, de faire des actes hors nomenclature, de se diversifier, de cranter et de se former. Sandrine vous dit en 3 minutes les obligations de formation et les règles. Bonsoir tout le monde. Donc bien sûr, c'est numéro 1 de la formation. Il manquait le 1, c'était très gênant, mais on va pouvoir enchaîner. Donc ça fait 14 ans que je fais de la formation, donc je travaille au service de la formation des chirurgiens dentistes. Donc je sais qu'on peut aussi optimiser quand on connaît, puisqu'on ne connaît pas toujours, et je l'ai vu tout à l'heure, puisque j'ai rencontré des chirurgiens dentistes qui ne nous connaissaient pas forcément et qui ne savaient absolument pas qu'ils bénéficiaient de financement en matière de formation. Donc là aussi, on peut optimiser, mais il suffit de connaître. Donc là, très précisément, on vous a fait vraiment une synthèse. La synthèse, c'est quoi ?
Donc là, je parle de vos crédits de formation en 2023 et attention, ils ne sont pas reportables sur 2024. Tout ce qui est cotisé pour l'année en cours est perdu, donc il vous reste très précisément 3 mois pour pouvoir utiliser à bon escient vos crédits de formation. Donc les crédits de formation, écoutez, précisément quand vous avez un cabinet dentaire, si vous exercez en libéral, vous pouvez cumuler ces 3 financeurs principaux. Donc vous avez les financeurs de l'Agence nationale du DPC qui va financer donc, le dispositif du DPC. Vous avez donc le FIFPL que vous connaissez, je pense, puisque historiquement vous connaissez le FIFPL, mais vous pouvez déjà cumuler ces 2 financeurs et vous en avez un 3e qui est OPCO-EP et qui va financer la formation de vos salariés. Pour les plus anciens, OPCO-EP, c'est ex-Actalliance, pardon. Et vous avez des sommes quand même qui sont assez non négligeables à votre disposition. En l'occurrence, pour le financement de l'Agence nationale du DPC, cette année, vous avez mieux que l'année dernière, vous avez 18 heures, ce qui correspond environ à une enveloppe de 1 700 € par année, minimum. Ça, c'est pour les libéraux, mais également pour les salariés de centres de santé conventionnés. On en a vu tout à l'heure, et merci aussi d'être là. Pour le FIFPL, essentiellement pour les libéraux, et là, c'est une enveloppe, donc ça, c'est historique, ça a toujours été comme ça. C'est 750 € par an, ce qui correspond environ à 21 heures de formation. Et puis, vous avez OPCO-EP. À mon avis, ça va être la grande surprise pour vous de savoir qu'il y a 7 500 € qui dorment dans votre cabinet que vous pouvez utiliser pour vos salariés, les assistants dentaires, tous les salariés du cabinet. Donc voilà, en tout cas, les informations que je peux vous donner à propos de vos financements. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut financer, justement ? Alors, vous avez une obligation déontologique de vous former, de toute façon, en tant que professionnel de santé. Ça, c'est la base. Et puis, pour pouvoir servir ce devoir déontologique, vous avez 2 possibilités. Vous avez donc, soit je me mets à jour sur tout ce qui est obligatoire, légal, réglementaire, sécurité sanitaire. Là, on vous a mis des exemples. Donc, bien sûr, on a été fair-play, puisqu'on ne met pas uniquement les formations que nous proposons comme l'obligation triennale de DPC, ni la radioprotection des patients, ni le CONBIM. Donc ça, ce sont des obligations essentielles, mais j'ai également mis à l'écran la FGSU, l'attestation de formation, gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour les dentistes et les assistants dentaires que nous ne proposons pas, mais qui font partie des formations que vous devez faire financer. Et puis, vous avez la possibilité de financer. Vous n'êtes pas obligé de parler que de l'obligatoire tout le temps. On peut aussi voir ça comme une opportunité de développer des compétences sur des actes à forte valeur ajoutée. Et c'est dans ce sens que nous avons étoffé notre catalogue et que tous les organismes ont intérêt à aller, bien sûr, vers des formations qui sortent un peu de la zone de confort, type implanto, chirurgie parodontale, la dentisterie esthétique, etc., etc. Juste un petit focus, parce qu'à chaque fois qu'on dit DPC, les gens froncent les sourcils. Alors, il y en a qui connaissent, mais qui connaissent à peu près, puis il y en a qui connaissent pas du tout. Le DPC, vous savez, depuis 2021, je vais dire, même s'il existe depuis 2013, qu'il a été modifié par la loi de modernisation du système de santé en 2016, où l'obligation est passée d'annuelle à triennale, on a un renforcement des contrôles, on a un renforcement par l'ordre, etc., des contrôles. Et donc, du coup, nous, en tant qu'organisme DPC, on vous en parle, on vulgarise, on vous facilite les choses, on démystifie. Et en fait, comme vous voyez dans ce schéma, pour répondre à votre obligation DPC triennale 2023-2025. Donc tout ce que vous avez fait avant, c'est annulé en place. 2023-2025, vous devez absolument rentrer dans une nouvelle triennale et répondre à vos nouvelles obligations. Et donc du coup, nous, on a fait court. Vous devez suivre un programme intégré. C'est un type de formation où il y a un mélange d'évaluation des pratiques professionnelles. On questionne ces pratiques et de la formation continue. Voilà. Bravo, Sandrine. Alors, comme vous avez été très sage et très discipliné, je vous fais la conclusion, non pas en 10 minutes, mais en 1 minute. Donc, moi, j'ai 4 messages. Vous retenez ce que vous voulez pour les plus jeunes, mais pas que. Plus on se lance dans l'aventure jeune, plus c'est facile. C'est une règle d'or. Quand on est jeune, on n'a pas de boulet, on n'a pas de fil à la patte, on n'a pas de crédit, pas d'emprunt, pas forcément de conjointe, pas d'enfant. Allez-y maintenant, c'est beaucoup plus dur. En plus, vous terminez vos études, vous n'êtes pas si jeune que ça. Donc il faut foncer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'innovation. Répondre aux besoins non assouvis des clients et des patients. C'est pas parce que vous êtes dans le dentaire qu'il n'y a pas des innovations. Il y a plein d'innovations dans le dentaire. Posez-vous les questions, les plus jeunes, les patients. Vous savez comment est né Uber ? C'est que Talaski, il sortait en 2008 d'une réunion, le web, à Port-de-la-Chapelle, sous des hallebardes de flotte. Il n'y avait pas de taxi. Il y a un gars qui lui a proposé de le ramener sur Paris pour 10 €. Et il a dit, je vais créer Uber. Posez-vous les questions, nous les patients, les salles d'attente. C'est l'horreur, vos salles d'attente. Je vous provoque un peu. Mais il peut y avoir des évolutions, des innovations.
l'innovation. Pourquoi il n'y a pas de cabinet dentaire ouvert le dimanche? Pourquoi certains n'ouvriraient pas le samedi et le dimanche et repos le lundi, mardi? J'en sais rien. L'innovation, l'innovation, l'innovation. C'est Jacques Attali qui disait que 80% des produits ou des services dans 20 ans auront changé. Il y a de l'innovation dans le dentaire. Troisième, ne jamais s'organiser autour de l'incompétence des gens. Mon beau-père m'a dit ça il y a 20 ans. On passe son temps à avoir des collaborateurs, on se dit ah c'est pas grave, ils font mal le boulot. Non, ne pas s'organiser autour ou de la non-compétence ou des personnes qui sont pas au juste poste. Ne faites pas le boulot à la place des autres quand vous avez des collaborateurs. Et le dernier, à chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Et entourez-vous des compétences. Nous, on ne sait pas faire d'implants. Sabrina, qui est très dissipée tout d'un coup, elle n'est pas là pour vous poser des implants, elle est là pour répondre à vos problèmes de gestion patrimoniale, et vous êtes là pour nous répondre à nos problèmes. Un grand merci, un merci à vous tous, vous avez été super. Et merci aux équipes.